faire la conférence numéro 1 d'hépatogastro-entérologie. Je suis Timothée Ligier, je suis interne sur Paris en gastro, en fin d'internat. Donc, quelques mots sur l'hépatogastro-entérologie. C'est une spécialité excessivement large. Si vous passez dans des CHU, vous verrez que désormais, les gastros se surspécialisent dans une sous-spécialité de l'hépatogastro-entérologie. Donc, le temps que la conférence se mette en plein écran. Donc voilà, l'hépatogastro-entérologie, ça recouvre un domaine plus large encore que son nom l'indique, avec la pancréato, avec l'oncologie digestive. 50% des cancers digestifs sont pris en charge par des gastro-entérologues avec la spécialisation oncologie digestive. La proctologie, avec des gastros qui deviennent chirurgiens purs. Et l'endoscopie, avec l'endoscopie, notamment l'endoscopie interventionnelle, qui se développe énormément. Et donc des gens qui ne font plus que ça. Aujourd'hui, dans cette conférence, on va se concentrer essentiellement sur la partie hépato et la partie pancréatologie. Ce sont des patients en hépato, en pancréato, souvent très graves. On ne s'en rend pas forcément compte initialement, mais quand on fait un stage en réanimation, quand on fait un stage bien évidemment en hépatogastro, on se rend compte que ce sont des patients extrêmement lourds et qui risquent de découpiller assez rapidement. Donc, les items de la conférence sont en lien avec ces deux thématiques principales aujourd'hui. L'hépato, avec, on va le voir, une partie aiguë, une partie chronique, une partie maladie chronique du foie. Et la pancréato, pareil, des problématiques aiguës, chroniques, et on va aborder la problématique du cancer du pancréas, qui est une problématique qui ne cesse de prendre de plus en plus de place en oncologie et en gastro-entérologie. Un code couleur classique. Quelles références utiliser? Vous connaissez les références, vous avez les fiches LISA, vous avez les collèges. Très peu de recommandations HAS en hépatogastro. Vous avez le site de la FMC Gastro, de la SNFGE, auquel vous pouvez vraiment vous fier. Quel que soit l'item, vous trouverez une page de la FMC Gastro, de la SNFGE là-dessus. Vous pouvez vraiment vous y fier parce que c'est écrit par des universitaires de la spécialité. Et nous, en tant que gastro, on se réfère à ce qui est écrit sur ces documents-là. La FEV, c'est pour le versant hépato. Les recommandations d'Aveno, c'est pour la prise en charge des patients avec une hypertension portale. Et pour tout ce qui est en entraînement en radiologie, en tout cas en radiologie des tubes digestifs, donc le pôle est assez bien fait. Un plan assez simple. On va partir sur un dossier d'hépatite aiguë, un dossier d'hépatite chronique, un dossier d'hépatopathie chronique avec tous les problématiques en lien avec la cirrhose, un dossier où on s'attardera sur la pancréatite aiguë, vraiment un item phare de votre programme, parce que première cause d'arrivée aux urgences, premier motif digestif d'arrivée et de consultation aux urgences, problématique extrêmement fréquente, parfois très grave, parfois bénigne, et donc il faut savoir bien gérer cette problématique-là. La pancréatite chronique, qui elle est beaucoup plus rare, qui est plus du domaine de la spécialité, mais avec la problématique derrière du cancer du pancréas sous-jacent. On part sur donc le premier dossier. Donc, nous avons un patient, monsieur B, qui a 42 ans, qui n'a pas d'antécédent particulier, hormis un antécédent de cancer du foie chez son père. Il travaille dans un resto, il pèse 80 kg pour 1,83 m. Il n'a jamais fumé de sa vie, il boit une bière de temps en temps le week-end avec ses amis. Rien de particulier, un patient un peu lambda. Il vient à votre consultation pour une anomalie du bilan biologique. On vous montre les résultats. Donc, vous voyez à la NFS, il doit vous interpeller, il n'y a rien vraiment de particulier. On peut remarquer que les plaquettes sont dans les normes. Quand on va un petit peu plus loin, on est dans une conférence d'hépato, les plaquettes, c'est le reflet de l'hypertension portale s'il y a une thrombopénie. Donc là, en tout cas, il n'y a pas ce stigmate-là. Il faut avoir l'œil sur les plaquettes. Là, il n'y a pas d'indication comme quoi il y a une hypertension portale sur ce simple critère-là. Par contre, on a une perturbation du bilan hépatique. Vous voyez des alates au-dessus de 5 fois la normale, des azates autour de 4 fois la normale.
donc une cytolyse qui prédomine sur les alates. Vous avez une toute petite cholestase qui est anictérique. Toujours la cholestase, élévation des gamma-GT et des phosphatases alcalines, élévation concomitante. Là, il faut toujours savoir si c'est ictérique ou pas. Là, c'est anictérique. La bilirubine est normale. Le iono et la création de normaux. Vous retrouvez simplement une gêne en hypochondre droit. Donc, face à une perturbation du bilan biologique hépatique, qu'est-ce que vous devez absolument regarder? Quel est l'élément indispensable pour pouvoir raisonner? Cet élément indispensable, c'est l'élément qui va vous permettre de dire est-ce qu'on est face à une présentation sévère ou non d'une maladie hépatique, que ce soit aiguë ou chronique. Et donc là, bien évidemment, c'est le TP. Le TP, mais aussi le facteur 5. Parce que vous savez très bien que si le TP est effondré, mais que le facteur 5 est conservé, c'est très probablement une carence en vitamine K. Donc là, si TP et facteur 5 sont conservés, vous avez une maladie hépatique en dehors du critère de sévérité. Si vous avez TP et facteur 5 diminués, là, vous rentrez dans le champ de la sévérité, que ce soit en aigu ou en chronique. Et donc là, vous avez un TP 90%. Donc là, dans ce cas-là, même pas besoin du facteur 5 puisque le TP est conservé. On ne vous apporte là, pour l'instant, pas d'éléments en faveur d'une situation de sévérité hépatique. Concernant les anomalies des tests hépatiques, donc ce sont des questions comme ça que vous avez lors des examens. C'est rarement des questions compliquées, des questions où il faut bien lire tous les mots, mais vous avez les connaissances et c'est vraiment le stress et l'accumulation des questions qui va vous faire des fautes. Donc vraiment, il faut vous dire, les questions sont globalement simples. On n'essaye pas vraiment de vous piéger. Ce sont des choses simples. On va vérifier que vous ayez les connaissances de base. Une cholestase biologique se définit par l'augmentation des PAL et des gamma-GT. On a déjà parlé. Les ASAC sont les transaminases les plus spécifiques du foie. Vous savez bien que non, c'est les ALAT, L pour liver. Une augmentation des transaminases est le reflet systématique d'une cytolyse hépatique. Là encore, le systématique, ça doit toujours vous faire tiquer lors des questions. Et là, augmentation des transaminases, il y a d'autres étiologies d'élévation des transaminases sans cytolyse hépatique. Les phosphatases alcalines sont physiologiquement élevées au troisième trimestre de la grossesse, c'est vrai. Une cytolyse hépatique prédominante en ASAT doit faire éliminer rapidement une atteinte musculaire, une atteinte cardiaque, une hémolyse, effectivement. Et donc, c'est pour cela que l'augmentation des transaminases n'est pas le reflet systématique d'une cytolyse. Donc, gamma-GT sont des enzymes produites par les hépatocytes et les cholangiocytes. Les phosphatase alcalines, on les retrouve dans le foie, mais aussi dans les os. Donc, dans toutes les maladies osseuses, vous allez avoir une élévation des PAL. Donc, quand vous êtes en phase de croissance, vous avez une élévation des PAL. Quand vous avez des maladies osseuses, des fractures osseuses, vous allez avoir une augmentation des PAL. Et au troisième trimestre de la grossesse, pourquoi? Parce qu'il y a l'ossification du fœtus. Donc, vous avez une activité du tissu osseux avec un relargage de phosphatase alcaline dans le sang et donc une élévation des phosphatases alcalines chez la femme enceinte au troisième trimestre. Les ALAT sont les plus spécifiques, néanmoins, ils ne sont pas parfaitement spécifiques. Et donc, s'il y a une rhabdomyolyse importante, s'il y a une maladie musculaire, vous pouvez avoir une élévation des ALAT et des ALAT. Les étiologies de cytolyse hépatique, on y reviendra derrière, mais vous avez tout un champ d'étiologies qui peuvent entraîner une cytolyse hépatique, au premier rang desquels il faut toujours avoir en tête médicaments, virus, lithiase, et après des causes plus rares, avec des contextes cliniques qui vous orienteront vers d'autres étiologies. Quel bilan de première intention réalisez-vous chez ce patient qui présente une hépatite cytolytique? Là, on ne peut pas encore dire aigu, on ne sait pas. On n'a pas la notion de temps, on ne sait pas depuis quand il y a cette perturbation du bilan hépatique, donc le côté aigu est difficile à dire. Pour parler de côté chronique, il faut plus de 6 mois, 2 examens à plus de 6 mois qui vous montrent une anomalie du bilan. Donc, quel est le bilan de première intention? Donc là, je vous invite vraiment à réfléchir quand vous verrez cette conférence. Donc, on a dit les causes fréquentes. Quelles sont-elles? Les causes fréquentes, ce sont les virus. Il va falloir rechercher les virus. Le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite A, on le recherche en aigu par les IgM. Le virus de l'hépatite B, on va faire une sérologie VHB avec le dépistage du statut vaccinal contre le VHB. On va faire les antigènes HBS, les anticorps anti-HBS, les anticorps anti-HBC.
Si le patient est immunodéprimé, on pourra aller directement à la PCR-VHB. Le VHC, si c'est une forme aiguë, on va aller directement à la PCR. Sinon, la sérologie va nous permettre de dire si on s'oriente vers une hépatite C ou non. L'hépatite D, c'est que si vous avez l'hépatite B. Hépatite E, c'est en aigu, ce sont les IgM que vous allez chercher avec la RT-PCR-VHE qui peut être également utile chez les patients immunodéprimés. Et donc, c'est ce bilan-là que vous allez faire systématiquement, IgM-VHA, la sérologie VHC, plus ou moins l'ARN, si vous êtes face à une situation aiguë, si vous êtes face à un patient immunodéprimé. La sérologie VHB, on l'a dit, les IgM anti-VHE, voire la PCR si le patient est immunodéprimé. Et autre chose, il faut systématiquement une imagerie avec une échographie Doppler hépatique. Pourquoi? Vous allez rechercher avec l'échographie Doppler hépatique, c'est est-ce qu'il y a une lésion focale dans le foie qui peut expliquer la perturbation du bilan hépatique? Est-ce qu'il y a une anomalie sur les voies biliaires qui peut expliquer ces perturbations? Est-ce qu'il y a des anomalies vasculaires avec notamment thrombosport, thrombose des veines hépatiques? Et le Doppler sert à ça, mais aussi à caractériser la lésion si on retrouve une lésion focale pour savoir s'il y a ou pas une hypervascularisation de la lésion. Donc là, on reçoit les résultats du bilan. On a les IgM anti-VHA qui sont négatives, les IgG, elles sont positives. Les anticorps anti-VHC sont négatifs.